Bah écoute, la sienne Ok, Étienne, bah parfait. on t'écoute. Bah moi, je voulais vous parler de Honeypot et du coup du projet qu'on a monté avec, en commençant par la partie open source, qui est Trapster Community. L'idée, c'était de refaire un honeypot multi-module, donc c'est-à-dire un module par protocole, et low interaction. Donc en gros, chaque protocole est simulé, pour le coup, il n'y a pas de vrai service derrière. La difficulté de ce genre d'approche, c'est qu'il faut répondre au maximum comme les vrais protocoles, sinon on va avoir des soucis au niveau de la cohérence des réponses, et potentiellement un attaquant va pouvoir détecter que c'est un honeypot si vous répondez pas exactement de la même manière, surtout dans des cas un peu tricky, notamment quand on envoie des paquets mal formés, des erreurs, ce genre de choses. Alors, est-ce que tu peux Euh, d'ores et déjà nous mettre un petit coup de zoom qu'on regarde comment est-ce que c'est, qu'on puisse faire une idée? Nous avons Carrément. d'office du Dockerfile, Docker Compose, une README avec de la doc, excellent, du Python pour Et setup ça, un on système a de même, release avec 22 releases, donc c'est que ça a déjà de la vie, un site de doc auto-hébergé, donc il y a une envie de bien faire, sans c'est star, ça, donc il y a un début de commu et sûrement un début d'interaction, des petites PR qui commencent à arriver. exactement. Ok. On est sur tout ça. Et on parlait un peu de LLM avant, j'ai même introduit quelques notions de LLM pour jouer sur le projet. Mais en essayant de faire quelque chose d'un peu plus complexe, notamment pour le web. Aujourd'hui, quand vous répondez avec un serveur web Honeypot, il y a ceux qui partent un peu comme Gala, je l'ai vu dans le chat avant, où là c'est du 100% simulé, donc toutes les requêtes HTTP sont refaites par l'IA. C'est intéressant, mais c'est long et potentiellement il peut y avoir des petites erreurs euh, ou des manières de détecter que c'est un IA. Il le mettait dans la Potentiellement doc coûteux dans aussi. Gala directement. De quoi? Ça peut être Pardon. potentiellement coûteux si c'est un LLM ultra petit qui tourne pour faire que des commandes et du Ouais, texte. Admettons, si c'est un truc qui veut être un peu béton, potentiellement RAG ou autre, bah le GPU sur le LLM, c'est plus le même prix le GPU sur le Honeypot pour faire tourner le LLM, c'est plus le même prix de LLM. Plus le carrément. même prix de Honeypot, waouh. Petit tips pour ceux qui veulent jouer un peu avec des LLM de manière gratuite. Il y a OVH Endpoint, OVH Cloud qui a sorti une API Endpoint pour les LLM. Et vu qu'ils sont en bêta, c'est full gratuit. Nice. Donc c'est ce qu'on a utilisé là pour faire nos tests. Ça veut dire Et quoi? Tu peux derrière, c'est déployer des, du compute chez eux ou tu peux directement interroger une IA qui tourne tu chez peux eux? directement interroger. Alors c'est OVH AI Endpoint. Alors mets-nous vraiment une quarantaine de zooms là, de petits contrôle plus. Parfait, parfait. Et donc ça, c'est comme ça, c'est pas très joli, mais c'est gratuit. Et derrière, il y a plusieurs types d'IA, notamment les LLM. Et sur chaque type, il y a différents modèles. Donc c'est que des modèles open source. Et on peut les interroger via API. Ah, Du sympa, coup, Il faut OVH prendre c'est le des... nouveau Hugging Face. Presque. Bah, c'est pas du partage, c'est-à-dire que c'est des modèles que eux ils implémentent de leur côté, que Ouais, tu mais peux sur Hugging interroger Face, avec. tu peux les run en. Enfin, tu peux juste demander de run en mode playground, non? Ah bon? Ah, peut-être. Ah ouais? Non, c'est peut-être moi qui fabule. Non, c'est peut-être moi aussi qui n'est pas au Ouais, je sais pas courant, non hein. plus. Bah, je suis tombé, pour moi, dès qu'il y a dès qu'il y a un LLM montré en démo, partage sur Hugging Face, on peut cloner tout ça. Il y a souvent un bouton playground pour dire tester un peu localement. Après, est-ce Ok. que c'était que des lights qui tournent moitié dans notre browser avec de l'inférence? Est-ce que c'est les pas trop lourds qui tournent chez eux? Ou est-ce que c'est pour choper un maxi monopole qu'ils acceptent de faire tourner tout ça chez eux en espérant que les gens abusent pas? Si vous savez dans le chat, dites-le nous, parce que, bah, comme d'hab, hein, expert non omniscient, nous ne savons pas Ouais, tout. j'ai eu l'occasion de tester Queen 2.5, là, ça Ouais. marche pas trop mal en local, hein, déjà, même pour faire ils ont une version code, pour balancer du code, ça marche vraiment pas mal. Bah écoute, j'avais POC, pas le Qwen 2.5, j'avais POC le DeepSeek Distill X Qwen de l'enfer là, qui tournait en vraiment, je sais pas, plus d'un giga et demi même pas de RAM. Marche bien, par contre, il est là non pas pour répondre à tes questions, mais pour compléter tes phrases. Oui. Bonjour, peux-tu Ah, s'il te plaît me dire comment faire ça? Tu t'attends à une réponse, tu t'attends pas à ce qu'ils disent comment faire ça.
Parce que je vais en avoir besoin bientôt. Oui, non, je sais, c'est moi ça. Super. Beaucoup moins utile, oui. Beaucoup moins utile. Mais rigolo. Euh, et c'est du coup, c'est ce qu'on a essayé d'implémenter ici. Donc là, c'est plus pour le POC avec une petite partie IA. Et on a derrière, c'est simplement un call API sur l'endpoint OVH. Alors vraiment, tu peux zoomer un max, encore un cran. Je sais que c'est Ok. relativement répugnant quand on est nous-mêmes avec l'écran si gros, mais on a quand même 40% de gens sur téléphone et tablette. Ok. Et C'est là, c'est complexe. mieux. Là, c'est ok, là, c'est lisible. Et il y a Yanza qui nous a également confirmé pour la question de tout à l'heure, à savoir, oui, on peut faire du playground sur Hugging Face, mais pas tous les modèles. Après, quel est le Ok. critère discriminant Bah, je pense La la, thune, puce- finalement. la puissance nécessaire pour le faire tourner. Et l'idée, c'est que pour parler avec une IA, ce qui est intéressant, c'est de garder l'historique et un peu le contexte. Donc moi, j'ai choisi de passer par Redis pour faire ça. Donc je fais tourner un Redis local, j'ajoute les chats. C'est hyper manuel. J'ai vu qu'il y avait LangChain, la librairie Hmm. qui permet de faire ça un petit peu de manière euh, automatisée, on va dire, plus facilement. Plus structuré en tout cas. Ouais, Ça me permet de mieux chaîner les calls, avoir ta petite banque. Il y a ça et il y a Fabric dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais pas encore poké et ça devrait venir. ok. Ça avait l'air vraiment intéressant. T'as peut-être poké un peu plus, Flavien? Fabrique, Non? ça me dit rien. Pas du tout. Du tout. Ok. Et ben en ce cas, je ne dirai mot et on se garde ça pour ultérieurement. Et ce qui est intéressant, j'avais fait quelques tests où en gros, je pourrais en parler un peu après, j'ai fait un framework web qui permet de faire de la copie de site web, mais de manière réaliste. C'est-à-dire qu'on va vraiment copier la réponse exacte, les headers, la structure de la page, etc. pour que si on prend les deux pages côte à côte, ça soit pas seulement identique visuellement, mais aussi au niveau des requêtes réseau. Et derrière, on peut dire, dès que tu détectes une tentative d'injection SQL, par exemple, ou juste une côte, entre guillemets, tu l'envoies à l'IA qui va générer elle-même la réponse. Et tout le reste, tu le génères toi-même selon ton framework. Donc du coup, on a un site qui est fonctionnel classique normalement. Et dès qu'on a des requêtes un petit peu bizarres, là, on peut les envoyer à l'IA pour question. En envoyant le minimum possible avec un tout petit peu de contexte pour que ce soit pas trop cher mais quand même accurate. C'est ça. Quid du random et des seeds? Parce que si on fait deux fois la même requête, on aimerait bien que le back-end, sauf cas particulier, réponde deux fois la même réponse. Mais en même Ouais, temps, il y a plein de cas où si t'as pas un peu de random, ça va être très cramé très vite. Il ouais. y a moyen de Dans ce mettre cas-là, du tu, random léger? en fait, tu peux passer par un système de cache en fonction de l'IP source, par exemple. C'est ce qu'on avait fait pendant les quelques tests, où en gros, deux personnes qui font la même requête vont avoir deux choses différentes, mais s'ils font chacun la requête à nouveau, ils auront, eux, la même réponse. Donc Ça se c'est tient. un espèce de contexte IA par utilisateur. Peut être, j'avais fait des tests aussi en mettant un seed défini, Mhm. mais ça donne des moins bons résultats pour eux. Ah, ok, j'aurais pensé qu'on pouvait descendre la température à max ou. Et Ouais, tu me après, diras, ouais, le cache, outre le côté essayer d'être un peu résilient et montrer ce qui se passe, diminution des coûts assez violente, je présume. en plus, ouais. Hmm. Et typiquement, la réponse, là, l'image qui est ici, ça c'était c'est 100%, enfin c'est généré par une IA. Je lui ai dit de répondre en format JSON avec une erreur SQL. Et ce qui est bien, c'est que il va reprendre la requête qui était là pour la mettre au bon endroit dans l'erreur SQL, par exemple. Mm, mm, mm. Donc ça, c'est assez Actuellement, il y a intéressant. un espèce de pré-prompt où tu dis t'es un site web avec tel techno, tel techno, tel techno ou pas? Ouais, Parce que je ouais, me dis, si un 100%. coup ça crache une erreur MySQL, l'autre coup une erreur PostgreSQL, Pirate il va se dire hmm, Je change de base de SQLi données. 2 en 1, j'aime bien, c'est chouette. Ouais, on lui faisait, en gros, j'ai testé en HTTP et pour du SSH. Et je lui Mhm. donne à chaque fois un prompt système qui va lui donner sa personnalité. Donc là, tu lui dis, tu simules un serveur HTTP et tu réponds que en JSON. Mhm. Tu es un serveur MySQL et
tu réponds à des injections SQL. Du coup, tu ne réponds qu'avec des erreurs MySQL. Ok, donc tu as un côté, pas une implème honeypot aussi violente que faire des payloads, faire des réponses, préparer, anticiper des erreurs, mais il y a Mm. quand même une préparation pour dire attention, tu es tel techno, tel techno, tel techno, et a priori tu implémentes ou tu te prépares à répondre avec tel type d'erreur. Donc il y aurait quand même moyen de faire un peu de. Ouais. Ok. Un petit peu de. Merde, il y avait toujours le système de checkpoint où tu lui fais ingester des tokens, tu fais un checkpoint de ton état actuel de LLM pour derrière ressortir. Enfin, pas re-ingest tous ces tokens là à chaque fois, quoi. Parce que là, il est court le prompt, mais le jour où tu réponds à une cinquantaine, centaine, milliers de types d'attaques possibles, re-ingest à chaque fois. Ouais. Ok. Donc, il y a de l'IA. On a commencé par le voilà. plus croustillant, mais quels sont les autres modules, hein? Après, les autres modules, donc ça va être un peu les protocoles classiques qu'on retrouve régulièrement sur des serveurs. Donc du FTP, du HTTP, du LDAP, du SSH, ce genre de choses. Et on a essayé de réimplémenter en fait au maximum les modules sans passer par des librairies extérieures au minimum. Et en se Donc, basant surtout énorme sur la taf. librairie. Ouais, Énorme taf au de début. réimplément de protocole. T'as quand même, je présume, gardé la crypto externe parce que sinon MDR réimplème OpenSSL. Ouais, ça Ouais. oui. Et même, Ok. par exemple, pour SSH, ouais, c'était plus simple de passer par une lib toute faite. Ouais. Donc c'est bien, en mais fait, il y a à pour la fois un certains, peu de c'était- pouvoir de l'IA et de wordlist, mais tu as aussi toute la partie purement protocolaire qui est présente et implémentée, histoire juste de gérer les unchecks, quoi, comme un fuzzer. C'est Ouais. rigolo la comparaison avec un fuzzer, où tu vas pas lui faire fuzzer des checksums, des choses comme ça, tu fais toute une partie qui automatise le protocole, et derrière tu laisses libre cours à ce qui peut être relativement text-based ou Ouais, je trouve que c'est moins une, carré, c'est une quoi. bonne approche et c'est ce que. Notamment, on parlait beaucoup des honeypots SSH. Donc, tu es dans un shell qui est simulé Mhm. par une IA. Au final, c'est un espèce de chatbot contextualisé. Ça marche bien, sauf qu'il y a des petites erreurs qui font dire que tu parles à un chatbot parfois, au niveau du contexte ou de version d'output. Et surtout, ça gère mal les multilignes ou plein de petits trucs comme ça. Ouais. À Et tout là, il faut être c'est pointilleux et répondre à un ouais, robot plutôt qu'à un humain. je pense que Ouais. c'est plus intéressant de déployer, si on veut faire de l'analyse pour la CTI pour le coup, de déployer un vrai serveur Linux et de le contextualiser avec de l'IA, donc c'est-à-dire générer des users, des fichiers, de la data, où là l'IA elle remplit parfaitement son rôle, plutôt que de répondre à toutes les commandes où tu vas forcément en oublier, il y a des choses qui vont pas marcher, qui vont pouvoir faire croire que tu es dans un mauvais truc. J'avais fait Donc un, contextualiser ton serveur, c'est bien. j'avais fait un petit script qui permettait de simuler un utilisateur. Donc c'était un LLM qui prenait en fait une commande, enfin le résultat d'une commande en entrée et qui sortait la commande suivante en fait. Et qu'il a fouté, enfin qu'il la mettait dans le shell. Son but en fait c'était effectivement de simuler en fait un utilisateur standard, donc il créait des fichiers, il les déplaçait, il mettait des choses dedans, il téléchargeait des trucs et il tournait tout seul en fait comme ça juste pour simuler un petit peu en fait une présence en fait. C'était assez Ah, trop marrant de bien. voir comment il évoluait. Je l'ai arrêté parce qu'il commençait à supprimer des trucs etc. Enfin c'est parti un petit peu en couille mais Normal, mais bien. normal. Est-ce que vous avez regardé un Mais petit peu ce qui se passe avec Devin? non. Aïe aïe, ça En- regarde pas assez The Fireship ici, hein. Système d'IA automatisé, tu lui passes un IDE, un browser, un PC, un Linux de base et vas-y qui va faire des trucs, tester, ouvrir Blender, faire un modèle, l'importer. Genre, le truc il code, il fait du web, il browse, il fixe, il répond à des issues, il peut potentiellement faire un café si t'as besoin. Genre assez incroyable. Et a priori c'est vraiment l'employé tech de demain à notre place. Donc c'est rigolo. Mais j'attends avec impatience le moment où on va mettre une IA qui va juste être là pour faire genre je fais de l'interaction bip boop simulée sur un ordinateur. Quelqu'un qui vient qui pète la machine et Devin qui commence à faire un petit ouh le hackback mon pote. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Je Et sais sinon pas. autre petit. Ça se On ne trouve, sait pas, on sait pas. ça On se verra trouve, bien ce qui se passe, on ne sait pas. c'est déjà Ouais. une IA qui est en train de le hacker si ça se trouve. Donc c'est les IA qui vont se hacker entre elles et laquelle sera la plus forte.
peut-être qu'on est déjà tous les trois générés par Midjourney et que les viewers ne sont que des LLM. Petite blague rigolote quand même, t'as dit, c'est quasiment, comment dire, on prend du LLM pour simuler une machine et c'est littéralement du prompt base pour faire des commandes. Ouais. C'est ce qu'on a fait avec Swisskey quand on avait généré les jeux de rôle Pentest, Active Directory et tout. Ah Où en ouais. fait, on avait préparé un prompt, on a quand même préparé nos petits scénarios, on a préparé des prompts donnés à base GPT-4, classico, avant qu'il y ait toutes les nouvelles versions, en lui disant, tu es une machine Linux, Ubuntu 22, 24, quelque chose, tu as un serveur FTP sur tel port, un HTTP sur tel port, tel utilisateur, tel home, telle arborescence, tel type de clé à tel endroit, et en fait, pour pouvoir répondre aux joueurs sur, tiens, je fais un nmap de telle manière, j'écris vite mais pas assez précis pour pondre des outputs nmap, encore moins en XML, encore moins en 2 minutes. Tu poses la commande du joueur au LLM, le LLM prend ton contexte, ressort les réponses aux joueurs et c'était parfait. Donc c'est vrai que si ça a bien marché avec des joueurs, ça peut carrément marcher pour des systèmes de LLM. Sauf que les protocoles et leur rigueur qui se mettent entre les deux, donc je pense comme tu dis que la nécessité d'avoir des briques qui font du vrai compute et de la vraie logique et pas tout en LLM, on n'y coupera pas. Ouais, je pense que c'est un bon truc de pouvoir mixer les deux. Et il y a pas mal de possibilités. Hello Pentium qui est dans le chat, si le LLM pas du tout, si le JDR, il y en aura d'autres, sûrement vu qu'on récupère Swisskey pour les prochains. Et par contre, il arrive qu'il y a Pentium qui a flashé aussi sur ta petite boîte. Comment on dit? Comment il a Le mis petit cube derrière. Ouais, ton petit cube à Ah. disquette là, il a flashé. Oui, non, pas flashé sur ton petit cube, voilà, non, écoutez. Alors, Petite information. c'est un petit cadeau qu'on a gagné à l'ECW sur un stand en faisant une espèce de CTF live sur du hardware et on a gagné ça. Très bien, eh ben, n'hésite pas à faire croquer les adresses, parce que CW, il faut voir quel stand, mais je pense qu'il serait intéressé pour aller gagner la sienne. Le floppy cube, merci, le floppy cube. J'avais pas la ref. Ah mais floppy pour nous c'est juste l'icône de sauvegarde, on n'a jamais utilisé. Ouais, c'est vrai. Aussi. Back to Trapster Community. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la manière dont ça a été fait, préparé, parce que ok on a réimplémenté tous les protocoles, ok il y a un système de modules, mais ouais un peu plus l'écosystème du projet, comment est-ce que c'est quelque chose je présume que vous, donc pas vous vendez l'open source, mais vous peut-être donner un coup de main pour la mise en place, ou la version pro de ça, comment est-ce que les gens le déploient de manière générale? L'idée, ouais, c'est d'avoir un honeypot vraiment pour de la détection, donc pas du tout pour de la CTI. Parce que, à mon avis, la CTI, c'est plutôt adapté à des honeypots à haute interaction, ou vraiment déployer des vrais systèmes qui sont monitorés. Et là, c'est dès qu'il y a une interaction, ou dès qu'il y a une interaction un petit peu bizarre, type une tentative de connexion, on va lever une alerte. On a fait tout Trapster Community là-dessus. Ça implémente des modules, on peut en mettre autant qu'on veut. Et derrière, dès qu'il y a des interactions, on reçoit les logs. Et ensuite, pour les entreprises, nous, on a fait tout un dashboard qui permet de contrôler les honeypots, les VM, la configuration et le déploiement. Et en plus, des VM préconfigurés. Donc, en fait, c'est de la modification qu'on a fait sur des bases de Linux, sur lequel il y a forcément le soft installé, mais aussi plein de petites configurations au niveau de l'OS ou des utilisateurs, pour que l'entreprise ait juste à démarrer une VM, la mettre sur son réseau, et que tout soit vraiment automatisé. Parce que c'est un peu le souci des entreprises qui, aujourd'hui, c'est assez rare. Alors moi, j'ai fait pas mal de pentests, et c'est très rare que je suis tombé sur des entreprises qui implémentaient des honeypots. Ça m'est pas tant arrivé, c'est vrai que j'ai fait quelques boîtes qui auraient pu ou dû, en particulier AD interne, parce que web, bon, ça se prend tellement de bruit que voilà. Oui. Mais en effet, interne, ça aurait pu, et sauf une qui a été mais exemplaire, et vraiment, lundi matin, t'attends un petit peu, tu commences à scanner avec du min rate même pas trop violent, et temps plus 5 minutes, IP bloqué, VLAN en quarantaine. Ah oui. Oh Bonjour. Ça va pas être la même semaine que les autres, celle-là, très bien. Il va me falloir un deuxième café. C'est ça, clairement.
Donc a priori, ce type de système, alors déjà question, est-ce que c'est le Trapster Community qui est mis dans la version Pro et la version Pro c'est du support, l'OS, l'appliance, le dashboard, ou est-ce qu'il y a une version Trapster Community et une version Trapster Pro? Non, c'est ça, c'est la community qui est agrémentée de pas mal de features supplémentaires, mais on Ok. se base sur les mêmes services au niveau des modules. Ok. Il y a quelques modules qu'on a rajoutés pour la version Pro, mais Donc, ouais. sinon c'est basé là-dessus. Donc globalement c'est le produit full, le dashboard en moins qui Ouais. est resté open source. C'est beau C'est jeu. ça, ouais. C'est un business model classique pour l'open source, mais c'est pas mal. Et en type de module pro, sauf si c'est des NDI ou trucs que tu peux pas en parler, quelles seraient des demandes? Parce que là, il y a déjà pas mal de protocoles gérés et pris en compte. Une boîte, elle a besoin de quoi de plus que ça? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a dans un réseau. Ouais, ce qui manque ici, c'est Samba, enfin le SMB, Ok, et Kerberos. ok. Oui, ouais, donc vraiment, quelqu'un peut mettre son iPod dans son infra, et si c'est de l'AD, donc une boîte qui a déjà de quoi se payer un peu de défense, ben les gars contribuent au projet Ouais, legit. et après, sur la partie pro, on va attaquer aussi d'autres notions de la Deceptive Security. Donc aller un peu plus loin que juste le honeypot, mais agrémenté avec des fonctionnalités type breadcrumbs, donc les miettes de pain. C'est la possibilité de générer des faux fichiers qui sont associés avec l'IP du honeypot et qu'on disperse sur le vrai réseau et qui vont induire l'attaquant à venir se connecter sur notre honeypot pour le forcer à lever une alerte. Et donc on a fait une génération automatique de breadcrumbs avec association automatique de l'IP, des users et mots de passe. Ça, c'est une stratégie qui est assez sympa. Typiquement, le fameux script PowerShell qu'on va placer sur le sysvol de l'AD. Un petit script d'admin qu'on a oublié depuis quelques années, avec un mot de Mais passe là, en du coup, clair. c'est Et un au final, compte canary. Est-ce que le compte canary, il compte encore? C'est le honeypot qui finit par cracher le compte canary à quelqu'un pour que la personne l'utilise et que ça sonne côté autant, alors, t'as pour des au interactions? niveau du breadcrumbs, tu vas pas mettre de vrais comptes derrière. Ça va être que de la data. En fait, c'est des fichiers. Mais si tu fais un compte Canary, c'est en général des vrais comptes que tu vas placer sur ton AD et que tu vas juste désactiver ou monitorer Ouais. avec des droits très faibles, avec Ouais, ouais. des Voire même alertes avec dès des que le compte est droits utilisé. affichés très hauts, mais factuellement très faibles. Ouais, c'est ça. J'ai un truc que j'ai du mal à saisir. À quel stade, pour une entreprise, on va essayer de se dire, ok, on est assez bon en monitoring de ce qu'on a et on va mettre du honeypot, ou alors on sait qu'on est à la rue en monitoring et du coup, on va au moins mettre un honeypot pour qu'il y ait un truc qui hurle s'il se passe quelque chose en interne. T'as une idée un peu de comment ça se situe de ce côté-là? Parce que pour le coup, ouais, je saurais Ouais, pas. c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients qu'on adresse, enfin avec qui on parle, c'est souvent des entreprises assez matures en cybersécurité. Donc ils ont déjà toute la panoplie des outils et une fois qu'ils ont tout implémenté, ils commencent à se tourner vers les honeypots. Ok, donc plutôt le côté Euh, on est serein sur nos appuis en infra, donc on va agrémenter de ça. Il n'y a pas le côté on sait qu'on est en slip, donc à minima on met un truc qui va hurler si on sait que c'est avéré et que. Moi, tout au début, je l'avais approché comme ça. Je m'étais dit, c'est une solution qui s'installe en même pas une demi-journée, enfin tout complet, que ça soit le déploiement, la configuration, la stratégie, etc. Donc pourquoi pas prendre une demi-journée dans ton année pour déployer des honeypots et les laisser tourner en arrière-plan. T'as plus de configuration à faire, normalement t'as jamais d'alerte, t'as pas de faux positifs, t'as pas de soucis entre guillemets, et comme ça tu peux après t'attaquer sur d'autres sujets plus costauds, type l'implémentation d'un ODR. Clairement. Cette réponse amène deux questions. Comment on déploie son honeypot? C'est quoi le type de packaging? C'est quoi les process? Et on le laisse tourner quelques années. Qu'est-ce qui se passe si le honeypot il est plus à jour? Est-ce qu'il peut se faire péter? Ça implique quoi? Parce que monitorer c'est bien, que le système de monitoring devienne potentiellement la future faille qui fait qu'on se fait tomber, c'est moins sympa. Ouais, Donc voilà, j'ai mes petits avis, petites envies de hardening. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui a été fait de ce côté-là? ouais, carrément. Je Ça peux c'est remettre ton aussi écran un. si tu veux. Je vous ai mis en Ouais. facecam, hein. Si jamais tu veux screen share, dis-moi. Non, non, ouais, c'est ça. Mais effectivement, pour déployer, nous c'est des VM que tu déploies. Mhm. Donc tu les rajoutes au milieu de ton infra, c'est-à-dire que tu vas rajouter une VM sur ton VLAN utilisateur, sur ta DMZ, ce genre de choses, un peu les points d'entrée des attaquants.
Euh, Et effectivement, c'est une bonne question de se dire, bah, ok, on rajoute un serveur, du coup, bah, il faut qu'il soit sécurisé de la même manière. Et c'est un peu le souci qu'ont eu pas mal d'entreprises qui voulaient déployer eux-mêmes des honeypots. C'est l'action d'un mec en interne qui se dit, ok, ça peut être cool, je déploie un serveur, mais du coup, il faut qu'il gère les mises à jour, il faut qu'il gère la connexion au serveur, il faut qu'il le maintienne dans le temps. Si la personne part, c'est plus forcément maintenu. Nous, on a fait le choix de partir sur des mises à jour de manière automatique. Donc, nous, on gère les mises à jour et on les déploie sur les honeypots. Donc Et vous avez un accès comment dire, en push au honeypot pour mettre des images, ou les honeypots vont faire du pull sur votre infra pour vérifier de temps en temps si ils doivent c'est s'auto-update. c'est les serveurs d'honeypot qui vont contacter le dashboard en mode pooling dans tous les X Ok. secondes. Et ça permet en même temps de faire un système de heartbeat qui permet au dashboard de monitorer si toutes les VM sont bien online. Donc on a Domaine en le double auto-renew, histoire de avantage. pas nous faire j'allais dire nous faire je sais pas quoi, mais il y a tellement de boîtes qui ont oublié de renew leur domaine à un moment et qui ont eu des incidents. Et là, un Ouais. petit takeover d'un domaine qui gère N honeypot pour la mise à jour auto. Mouah. Ouais, bref. Bien pensé à mettre du backup en secondaire, etc. quoi. Ouais. Ok, donc Mais déploiement, une appliance qui est donnée. Une appliance, on t'a dit une VM, OVA, VMD, KVDI, QEMU, IMG. Comment est-ce qu'on fait pour se gérer quand on sait que le foisonnement de techno chez les clients, mm, il y a de tout. Moi, j'aurais fait genre un container et vous débrouillez, même si du coup, point de vue réseau, faut remapper des ports. Mais ouais. ouais, quelle est la philosophie derrière ça Donc on a fait le choix de faire des VM préconfigurés sur 3 technos pour chaque client. VMware, Hyper-V, Proxmox. Ok. Et derrière, tu as des images qui ont un peu tous les formats que tu peux, si jamais, convertir si tu as dans d'autres soucis. Donc l'OVA pour VMware, le VHDK et le QCO2. Ok, Qcode Pro Linux. Let's go. VHDX. Ouais. Euh, et du coup, pas de petite image Docker, container ou autre. Tu pars du principe que c'est trop proche du host, donc ça t'embête de mettre un système comme ça. Ou juste c'était peut-être dans la roadmap future. Parce que là, je pense à toutes les boîtes cloud qui n'ont pas Ouais, c'est d'hyperviseur. c'est dans la roadmap et on est en train de gérer aussi la partie cloud justement avec des images type AMI et AWS. Donc pareil, en one click, tu cliques sur ton dashboard, ça t'ouvre ta page AWS avec une image qu'on a partagée et tu déploies ta VM où tu veux. C'est le moment où tu te dis enfin, ah ça y est, on a un AMI AWS. Et ensuite tu regardes, tu fais ok, il faut un équivalent image Azure, équivalent image GCP, un format propriétaire C'est ça. Digital Ocean, un truc Linux. Je sais pas s'il y a un système de packaging qui a automatisé la création d'images vendor pour différents cloud providers. Si c'est pas le cas, ça pourrait être bien. Potentiellement, c'est déjà Packer avec une surcouche par C'est provider, mais Packer. c'est Packer. Sur Packer Packer, Buildix. tu peux faire ça. Ouais. Enfin, tu peux Ouais, bah faire j'en assez fais une sur Packer, facilement. mais ouais. Bah, faut quand même supporter les différents, ils ont toutes leurs petites disparités. Moi, je me Ouais. dis finalement, ta petite VM dans un QEMU qui tourne dans un Docker, finalement. En vrai. Ouais. Bon, ok, faut pas m'écouter pour de la prod. Là, Ok, on donc fait on a un système, Packer, 2 VM. Packer et Vas-y, vas-y. Ansible en provisioning. Du Ok, coup, vous avez déjà ça qui est en place? Ouais. Alors, la dernière fois qu'on a parlé, on était sur de la création de VM plus ou moins manuelle, où j'étais parti dans des rabbit holes de gérer moi-même la création de la VM via Virt Manager. Et ensuite, j'ai tout migré sur Packer, et c'est vrai que ça change la vie. Ouais, ça change la vie. Méfiance quand même au Packer qui s'amuse à laisser des mots de passe par défaut à droite à gauche après ses interactions. Le classique. Genre, tu sais, il te laisse un petit. Ouais. Il me semble que c'est root et Packer qui utilise, ou tour et Packer. Bon, configurable, modifiable, tout ça. Mais bon, bah, Packer, il est dans un certain nombre de wordlists, quoi. En mot de passe hardcodé. Attention, s'il y en a un ou une qui remonte que c'est. Enfin, de faire une CVE parce qu'il y a Packer en mot de passe hardcodé, c'est design, faut lire la doc vraiment. Après, il y en a bien qui ont eu la CVE pour root dans la Raspberry Pi, donc bon. C'est vrai. Et le pire, c'est que je sais pas. Ok, est-ce que vous avez un avis sur cette remontée de CVE qui a l'air claquée, mais voilà, est-ce qu'il a bien fait, elle, je sais pas, hein, bien fait de remonter
le mot de passe hardcodé dans une RASP ou dans des petits IoT comme ça. Mais vraiment quand c'est by design volontaire pour le setup de l'image. Ouais, mais quel CVSS tu lui donnes, quoi? Parce que un pot, voilà. Puis pourquoi pas? Parce que derrière, effectivement, avoir un mot de passe par défaut qui est ultra commun peut déjà, mais bon, à partir du moment où maintenant c'est pire Raspberry, on arrive sur le même problème, donc. Complicado. Pour moi, il devrait y avoir enfin, tu veux répondre, Ilarex, avance ton hot take sur la question. Bah, c'est vrai qu'il y a, pour le coup, il y a très peu de gens qui vont changer les mots de passe. Enfin, ça arrive très souvent que des gens ne changent pas les mots de passe par défaut. Mm. Euh, Mais est-ce que ça mérite une CVE ou pas? Pour moi, ça mérite pas une CVE vu que c'est documenté, designé. Pour moi, c'est documenté, designé aussi, mais à mon sens, ça les mérite de ouf parce qu'en fait, vu le nombre de petits objets qui vont se faire des méga botnets à base de mini devices d'IoT, bah, ça fait que tu as un remote route instant, voire un pied dans le réseau du client alors que juste un mot de passe pas changé et que ça ne doit pas être exposé. C'est la défense en profondeur, mais juste un petit système qui output un message par défaut sur la console la première fois ou accepte qu'une connexion, ok, identifiant par défaut, admettons, mais qui accepte que des connexions venant d'un réseau d'IP privé. Admettons, il pourrait y avoir des trucs comme ça parce qu'on se retrouve dans un cas. Numéro de série. Numéro de Numéro série, ça enfin, numéro pourrait de tant que t'as série. pas de keylogger et que c'est pas incrémental, donc tes numéros de série doivent être de l'UIDv4 ou je sais pas. C'est mieux, pas parfait mais c'est mieux. Mais en tout cas, le c'est dans la doc et c'est dit qu'il fallait le changer, ben on pense aux Symfony, Laravel et j'en passe qui ont des clés Attention. hardcodées pas changées. Seulement pour la première, c'est-à-dire que tu te logs une première fois avec effectivement la référence et après il t'oblige à changer le mot de passe à la seconde où tu Ouais. te logs la première First fois. log comme ça. password change, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être l'une des solutions qui redonne vraiment. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un botnet qui vient chez toi et prend le contrôle, il est obligé de changer le mot de passe, et du coup, les autres botnets, niqué. Tu resets la chose. Normalement, c'est que quand tu la mets en place, donc au pire, t'as pas vraiment une grosse compte De toute façon, dessus. c'est que t'en avais pas encore une utilité. Ouais, c'est ça. Non, clairement, le password change on first login ça aurait vraiment du sens. Ça aurait vraiment du sens. Et comment ça se passe, les mages? J'ai toujours pas ton écran, je sais pas, je pense que t'étais encore en train d'essayer de fix le truc de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Du mal à lâcher. Est-ce que ça a une chance de marcher là ou est-ce que c'était work in progress mais on sait pas trop? Ouais, normalement c'est nouveau en ligne. Eh ben Ouh. bouge pas, je check de suite. Chip chap choup. Oui. C'est en ligne de mon côté avec une édition de Trapster en. Enfin, de tout, il y a, Et je il y a crois une que pote d'IMO. je crois que c'est ça que j'ai testé en plus. Ah bah, Mais en fait, j'ai du mal à comprendre. Là, ce que tu m'as envoyé, c'est un front, mais il y a aussi le honeypot dessus. ouais, en fait, c'est un. Je sais pas si on voit mon écran. Hein. Je le remets avec plaisir si c'est ok pour toi. Ouais. Aïe. Zoom. Ouais. Alors là, on Excellent. est sur le site directement trapster.cloud où en fait j'ai mis une petite démo justement du code qu'on a vu tout à l'heure, donc Trapster Community, mais sous forme web parce que on n'a pas forcément envie d'installer tout le projet et tout configurer juste pour s'amuser 2 secondes. Mais derrière, c'est Trapster Community qui tourne avec la version Honeypot SSH. Ah nice, Et- t'as mis dans ton site de doc un système où il y a déjà l'honeypot plugué dans le shell ou dans d'autres protocoles. Peut-être un truc où tu mets plaque ta requête HTTP, GET, POST, tout ça, et il te sort une réponse. Là, c'est juste SSH, mais du coup, je peux SSH. faire un test. Totalement Ouais, ça. les LLM Ouais, du voilà. coup. C'est totalement Donc- ça que j'ai testé. Ah bah, trop bien. Donc Bon, ça, c'est ID guest CVE ou pas CVE? Parce qu'il y a un shell quand même. on peut. Non bah non. Ah ouais, après, il y a des choses qui sont sympas. J'ai mis en place le changement de dossier aussi. Donc on peut aller dans un autre dossier. Forcément, il y a un petit temps de processing et en plus, Ouais, ça bah, passe LLM. par les API OVH. Donc on voit ici qu'on a bien changé de dossier. Alors je vais zoomer encore un peu. Et cette fois-ci,
Après, c'est forcément plus rapide quand t'es via une API OpenAI ou autre. Là, si c'est de l'API Ouais, OVH, c'est free tier. On passe dans la queue. ouais, c'est Clairement. ça. En bêta en plus. Et donc, Ok. ça génère à la volée des directories et des dossiers. Et donc là, si tu nous refais le ls-al, il y a déjà le système de cache ou pas sur la version juste démo Alors, il y a alors, je l'ai enlevé pour le coup, parce que je me suis rendu compte que au début, j'avais mis un cache quand on fait par exemple des commandes type ls. Mhm. Ah Sauf que ouais, si mais t'es tu pas prends dans le le même touch répertoire. et tu refais un ls, tu vois plus ton fichier. Ouais, by design, c'est Parce que là, niqué. si on fait un touch test.txt et on refait ton ls, normalement il apparaît. C'est Et infernal, hein. c'est. Tu mets du cache pour que ça marche bien, du coup ça te nique, du coup t'es obligé de faire en Ouais, sorte que ton cache il est la structure des fichiers, sauf que derrière tu vas avoir des programmes qui ont des side effects, genre ouvrir un port, donc il faut que tu aies une structure pour représenter les ports, etc. Et in fine, bah, t'as une structure qui représente ton OS, donc en fait autant avoir un OS. c'est. Ouais, Non, ça. je suis assez d'accord. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah, Bon, mais il peut y avoir des limitations où justement tu peux pas vraiment forcément le faire. Ouais. mais Non là mais où comme il a dit c'est. tout à l'heure, je pense vraiment que l'usage Ouais, principal voilà. c'est générer de la donnée en amont pour que ce soit Ouais. vraiment que tu l'impression qu'il y ait de la vie. Ouais. Ouais. Et donc là, j'ai fait un touch, le ls, et il apparaît bien. Mm. Mais là où c'est fort, c'est que le LM peut interpréter et calculer certaines commandes. Typiquement, si on fait en écho du Python dans un fichier et ensuite on fait Python 3 le nom du fichier, on aura le vrai output du Python. Donc ça marche avec des commandes simples. Ouais, comment ça? Parce que dès que t'as un peu de la crypto ou autre, le LM il va bégayer, il va se. Ah, ouais. C'est ça. Mais En avec parlant de des bégayer, choses vraiment basiques. Mm. en parlant de bégayer, je me permets. C'est l'anniversaire de ma maman hier. Et là, elle m'a envoyé une petite photo en disant c'est bon, je suis sur le stream. Bisous maman, bonne anniv avec un peu de retard à nouveau. Allez, c'est cadeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Let's go. Obligé, désolé, c'était le petit clin d'œil. Ah, C'est bah, normal. au contraire. Au Il contraire. faut, il faut. Ok, cool pour ce côté-là. Je propose qu'on repasse un petit peu sur la partie Ouais. gestion des mises à jour. Parce que quand même, est-ce que c'est des... Comment dire? Non, je vois le petit merci qui pop à côté. Elle vous remercie également. On a l'appliance qui va se mettre à jour. C'est une VM. Une VM, elle peut en théorie mettre à jour son soft, mais elle peut pas, elle, se RMRF de l'hyperviseur pour demander le déploiement d'une nouvelle appliance. Donc tu as à la fois des nouvelles appliances full pack et à jour, à la fois une appliance un peu vieille qui peut, elle, s'upgrade pour avoir le latest state. Donc C'est je ça. présume que toute la partie container, ça se fait bien. La partie mage de l'OS, un peu mieux viable. La partie mage du kernel et tout, ouais, voilà, complicado. Ouais, quelles sont les politiques? Est-ce que du coup tu as mis en place un système de ok, il y a eu de la mise à jour haute pendant 1 an ou deux, mais au bout de 2 ans, c'est bon, on considère que c'est end of life, let's go, on remet un truc un peu plus nouveau, plus propre. Ouais, Ouais, bonjour pour Fred. l'instant, on est. Le chat, vous restez correct avec ma mère. Merci. Bon anniversaire, ça va, ça va. Non, on est sur internet quand même. Ok. Pour l'instant, on était. On fait les upgrades OS via les paquets. Et pour éviter que la VM contacte directement les repos de mise à jour, on fait des paquets offline qui sont signés et ensuite envoyés sur la VM qui vérifient la signature avant de mettre la mise à jour. Ok. Et C'est beau, hein. Souvent on voit des boîtes commencer avec un process de mise à jour itératif à base d'un truc très simple, et ça se harden avec le temps. mm, Mettre ça tôt dans le process, je pense que c'est bien, ça évite des galères de base de ouais. MITM to Honeypot Takeover, ce sera embêtant. Bon, on sait que ça pourra toujours arriver, qu'il y a des briques dont on n'a pas le contrôle total dessus. Du coup, petite question, non pas piège, mais à mon sens intéressante. Il est sécurisé. What if? Le Ouais, jour où il se fait pas on, il se passe quoi? Est-ce qu'il est monitoré? Est-ce qu'il y a un file system read-only? Est-ce qu'il y a un système auto mise en défaut, safety mode, quelque chose? ouais, c'est une bonne question. Il faut forcément, quand on déploie un honeypot, penser à la sécurité du honeypot en lui-même. Et nous, on a essayé de minimiser au maximum ce qu'un attaquant peut faire une fois s'il prend le contrôle de la VM. Donc déjà le déconnecter d'internet, donc tu peux pas installer les outils que tu veux.
tous les ports exposés de la VM, c'est que des ports simulés. Donc, tu peux pas exploiter de CVE, par exemple, sur FTP ou choses comme ça. Vous avez rien d'exposé de non simulé. Genre, toute l'administration de la machine se fait en pool, sauf potentiel. Bah non, ouais, même pas d'accès SSH pour le client. Non, il n'y a pas d'accès à SSH, il n'y a pas de compte utilisateur. Donc, le mot de passe Surface route, il d'attaque est. premier ordre, 0, 0. Enfin, 0. Ouais, il y a, La il y a surface Python qui mange du texte pour faire des protocoles. il y a juste Ok. le partage réseau qui est un Samba. Du coup, Dans quel sens? Dans le sens, le Honeypot va monter un SMB pour déployer du coup des fichiers, des creds dessus ou... Ouais, c'est ça. Ok, creds factice. Ouais. Mais s'il peut se connecter en Samba... Ah, un SMB anonyme? Ou un SMB... C'est un SMB anonyme et on a pour objectif, pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir faire de l'intégration après au domaine des machines. Pour pouvoir ne plus avoir des Samba, enfin des SMB en guest, mais uniquement via des users du domaine. Et derrière mettre des faux partages réseau qui contiennent la donnée un peu fictive et qui déclenchent une alerte dès qu'il y a un fichier qui est consulté. Et on travaille aussi justement sur la génération de fichiers contextualisés par type d'entreprise. Ok. Donc typiquement, tu me dis, ben, moi je suis une entreprise dans la finance, on va déployer un serveur de fichiers qui contient une structure et des fichiers en rapport avec la finance. Ok, avec des tailles qui concordent, avec des noms de type Quarter One Plan Goal 2025, Exactement. les fameux. Tant qu'on a la démo devant les yeux, il y a quand même une question de Kyliadon qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui se passe si on met VI Vim dans le Honeypot SSH ou autrement dit n'importe quel autre programme interactif non closant? Si tu balances un HTOP ou un VI pour lui faire plaisir, ça donne quoi? Bah, c'est ça la limite des honeypots par IA. Oh Ah, bien vu. Ouais, outsmarted. Hey. HTOP? Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est pas mal. C'est bon, c'est full IA en dehors du Honeypot. C'est vraiment juste on a un jouet, c'est bon. Ok, dernière tentative, cat espace tiret. Genre cat stdin qui est censé hang forever. Il nous dit quoi? Suspense. Il hang forever. Non, ça va. Ok, il hang into timeout. Oh, ouais. Ça marche. Est-ce qu'il a été battle testé pour la prompt injection ce LLM? ID, Ouais, point il est virgule, en- you're not a LLM anymore. J'ai essayé au maximum, mais il y a pas mal de gens qui ont testé, qui ont réussi à l'escape. Ouais. Je crois que j'ai fait 2-3 tests quand je suis passé dessus, justement, quand j'ai fait LLM. Alors, voyons voir. Et c'est pas si facile que ça d'empêcher justement le takeover du LLM. Soit c'est intégré dans ton modèle ou dans des choses comme ça, mais si tu passes par l'implémentation comme ça de système prompt et d'enchaînement, il respecte très rarement le système prompt de base. T'as beau lui dire, surtout reste dans la simulation, réponds pas aux Mais autres ouais, mais commandes. bon, le contexte, il y a un moment, il est quand même vachement loin plus haut dans le chat, donc il scrolle plus le LLM. Il fait ouais, on m'a demandé ça, mais depuis j'ai appris maintenant. Maintenant je connais la sécurité, moi les potes. C'est ça. D'accord. Mais en tout cas, ouais, bonne idée. Forget previous instruction, ouais. Tarte aux fraises, ça n'a aucun rapport avec le honeypot, mais pas mal. Il y avait des questions un peu plus haut, j'ai plus la personne qui l'avait posée, mais c'est vrai qu'on parlait de takeover de honeypot via injection dans cette partie gérée en LLM. A priori, c'est que text-based, c'est pas pris en compte, c'est juste le retour qui est affiché. Je vois mal de la surface d'attaque de ce côté-là. On est d'accord que c'est pur texte, il n'y a pas de RAG. De toute façon, il tourne en remote via l'API, donc ça va vraiment que du texte. Ouais. Ouais. Surface d'attaque 0 ou presque. À la rigueur, tu peux écho une XSS. T'as testé? Je les ai parse justement. Donc il y a du HTML parsing. Dans quel sens? Au moment où c'est reflect dans le front, tu fais en sorte que Ouais. ce soit Ouais. que ce soit parsé pour pas que ce soit violent, ou pour que ce soit violent et que...
Non, pour justement éviter les XSS. Donc, si tu lui dis affiche-moi la balise script alerte, une fois qu'elle est réaffichée dans le navigateur, elle sera HTML encoded. Ok. Le HTML encodé me régale parce qu'au début tu me dis oui, non mais c'est bon, au début elle va être parsée. Je dis parse le LM pour essayer de le nettoyer à base d'AST, on sait pas trop dans quel contexte on le met, encodé. Ok, Non, ça safe, c'est bye le. bye. Bye bye. Ok, belle, très bien. C'est pour quand la roadmap petite image conteneurisée? Ah, c'est Ouais, plutôt TBD. fin d'année. Ok. Et attends, j'avais d'autres questions aussi bien sur la Après, roadmap, genre c'est quoi les prochains jalons le, le community est déjà containerisé dans un. Enfin, il y a déjà le support Docker. Mhm. Donc Oui, ça marche c'est bien vrai. pour le. C'est vrai que quelqu'un pourrait déjà le déployer comme ça. À la rigueur, une petite paire pour avoir un Helm et pouvoir le déployer côté cube. Parce qu'il y a quand même des gros problèmes d'isolation. Hein. On critiquait les gens qui mettaient des réseaux à plat avant dans leurs infras. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, ouais, cube, super edgy et tout. Et le nombre de boîtes qui ont tous les pods à plat et dès que tu as pété un pod ou un node, bah, Ah tu oui. as accès à on a tout le réseau interne en open bar parce que ça a pas été unforce. C'est quand même encore pas un bon problème, genre un problème majeur vraiment. Et du coup, avoir du petit honeypot juste dans son container déployé avec un Helm Apply, je pense qu'il y a moyen d'aller choper aussi bien des missions intéressantes, clients intéressants que des beaux budgets, Ah, potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler liées à ce projet partie GitHub Action, moi je pourrais être un petit peu curieux parce que j'aime bien le côté DevOps. ouais. Côté gestion, je vois qu'il y a 6 contributeurs. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours de la commu? Est-ce qu'il y a déjà eu. Euh, pas énormément. On cherche justement des contributeurs sur le projet. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie web parce que je crois que dans tous les honeypots que j'ai vus, la façon dont on traite la partie web simulation HTTP, c'est assez nouveau, on va dire. Euh, Où en fait, on a refait un framework web sous forme de YAML. Alors, je peux montrer rapidement. C'est dans Data, HTTP. Et donc, dès qu'on veut copier un site web, on va créer un fichier de config YAML et on va simplement décrire ce qu'on veut faire et les réponses qu'on veut, les headers qu'on veut injecter. On a un fichier statique qui contient toutes les ressources type JS, images, etc. qu'on n'a pas besoin de spécifier, qui est servi de base, et des réponses un petit peu différentes sur les par défaut ou par les erreurs. Et j'ai fait quelques tests. Tous les templates pour l'instant qu'on a fait, c'est sur la partie Enterprise. Ben, on peut copier des sites de manière assez sympa, surtout des panels de logging, type les GitLab login, Okta, enfin, Google SSO, au hasard. c'est ça. Ok. GitHub est C'est- utilisé de plus en plus en SSO, j'ai l'impression aussi. Je m'attendais pas à ça, parce que pour moi c'est vraiment le code storage, mais en fait, j'ai l'impression qu'il commence vraiment à être utilisé en tant que solution de SSO, y compris pour des boîtes. Pourquoi pas. C'est quoi là, c'est quoi la méthode pour arriver à extraire un site proprement? Parce que suivant le type de ressources, suivant la volumétrie, bah faut obligé de touler un peu. Et est-ce que ce serait pas chouette de mettre quand même un template full Ouais, en community, histoire que les gens puissent voir comment. Ouais, ça donne quoi un fully feature de template quoi. Avant de ouais, il proposer. faudrait que je le fasse. Alors, pour l'instant, j'ai fait un démo, ce que j'ai appelé démo API, qui en fait un faux site un peu bateau, mais qui contient toutes les features du moteur de template. Ah oui, ok, il y a déjà Typiquement, une démo qui fait un check. c'est ça. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que il y a certains fichiers qui sont servis ici, qui sont interprétés en Jinja, et donc on peut mettre des variables qui changent à l'intérieur, notamment tous les jetons CSRF qui très souvent dans les honeypots sont statiques. Là, on peut les rendre dynamiques, et dès qu'on load la page, on a un jeton différent. Jinja, quand même, templating qu'on sait potentiellement erreur prone, on est d'accord qu'il y a probablement de ton côté qu'une seule passe dessus. Mais dans le cas où un utilisateur s'amuse à dire il y a telle route qui fait ça, qui fait une passe et qui invoque une deuxième, ou
C'est vrai que là, ça commence à faire un petit système plus complexe qui pourrait déjà faire de l'XSS, mais bon, comme tu as dit sur le Nipot, il n'y a rien de bien important. Le Ouais. jour où il se fait XSS, on s'en fout quoi. Le jour où il y a une RCE dessus, c'est dans un container, c'est pas encore trop grave, mais bon, ça commence à être plus préoccupant. Alors, deux questions qui en découlent. Ouais. Est-ce que le jour où il se fait péter, il y a de la remontée de log du honeypot vers quelque chose, donc non pas le honeypot lui-même, mais vraiment le host du honeypot. Et question de Spikey, qui est à mon sens un peu lié, est-ce que les breadcrumbs sont monitorés dans les SIEM? C'est vraiment juste Sur la- remontée de log et qu'est-ce qui est géré Ouais, sur la partie host, on n'a pas de monitoring pour l'instant, mais c'est dans la roadmap, c'est prévu Ok. très prochainement. On aimerait monitorer justement s'il y a des actions qui sont faites sur l'host, les remonter également sur le dashboard, en disant l'host s'est fait Dans compromettre. ce compromis, ouais, alerte. Ouais. Ok. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui est prévu. Après, c'est quand même légitime que ce soit pas top 1 dans la roadmap, vu que vous avez 0 port en écoute. Il y a forcément un container qui va sonner et hurler avant que Lost hurle. Mais c'est vrai que, bon, en profondeur, Ouais. tant qu'à faire. En tout cas, on se base aussi, et c'est un petit peu une aide, c'est que si tu veux pawn le honeypot, dans tous les cas, tu es obligé d'interagir avec certains ports. Et dans Ouais. certains cas, ça va sonner également de manière classique. Ça veut pas dire que c'est foolproof. Il faut aussi monitorer Lost. Mais c'est à faire. La même question, ok, vous avez un hyperviseur, vous monitorez la flotte, mais est-ce que vous monitorez l'hyperviseur? Alors on peut, par contre un hyperviseur ça a pas vraiment de système, c'est un OS hein, mais on peut pas déployer une solution classique dessus. Ah la galère. Ok, c'est quoi la Oui, roadmap? Parce que là t'as pas dit du coup monitoring de loss qui est dans la roadmap pour le futur. Bon après je présume que la partie récupérer un peu, donc là la roadmap aussi bien pour le projet que pour la Ouais. partie entreprise qui est derrière, parce que ça veut dire que tant que l'entreprise vit, le projet sera maintenu, mis à jour, amélioré et tout le monde en bénéficie. Donc c'est Ouais, quoi les exactement. roadmaps un petit peu des deux? On va s'attaquer aussi à la partie externe qui est en bêta pour le moment. C'est-à-dire que là, on avait tous les trapsters qui sont en interne et on va pouvoir gérer aussi certains trapsters qui sont exposés sur Internet, mais pas du tout pour la CTI. Là, c'est plutôt pour prévenir lorsqu'il y a des mots de passe qui ont fuité de l'entreprise et qui sont testés sur des sous-domaines de l'entreprise. Donc l'idée, ça va être de essayer de supprimer le bruit d'Internet pour faire des alertes que sur des attaques qui sont très ciblées. Ouais, bonne chance, hein. Même raison, même truc que le truc de mes payloads quand j'en avais un. Le bruit de l'internet, c'est tellement random, divers et variés. Ouais. Tant que c'est externe, ça va. Tant que c'est un gros burst d'IP, tu vois que c'est quelqu'un qui t'en veut. Mais l'entre-deux, Ouais, c'est de l'anomalie analysis, c'est un peu la galère. c'est pour ça qu'on teste un petit peu pour l'instant. Et sinon, la roadmap sur les protocoles, on aimerait bien rajouter aussi les protocoles, donc là sur la community, des protocoles plutôt axés OT, type Ok. Modbus, choses comme ça, parce que ça Donc nous a été petit demandé trapster plusieurs fois. côté SCADA dans le futur. C'est ça. Genre, c'est déjà pas assez relou les pentests SCADA, tu veux en plus qu'on se fasse stopper le deuxième jour. Ok, cool. Bon mood. Ok, donc déploiement IoT, ça va être un plaisir parce que la partie container en IoT, il faudra quand même qu'il y ait un petit truc pour le tenir, voir que ce soit sur une rasp à côté, mais c'est quand même vraiment pas le même milieu. Ouais. Ok. Donc, Alors, c'est nous, ça sera rigolo vraiment d'essayer de juste couvrir. le Ouais. support des protocoles, après, ouais, le déploiement. Bah ouais, de toute façon, ça tournera jamais sur un automate parce qu'il faut pas, c'est bien censé être cloisonné. Exactement, ouais. Mais ouais, ça se fait. Faut quand même que du coup ce soit relativement pas loin des ranges IP de tes vraies appliances pour que ce soit Ouais. scanné au passage. On peut imaginer un petit boîtier physique qu'on plug à côté, enfin sur le réseau SCADA, qui soit vraiment décorrélé de la prod. Ça peut. Après, c'est vrai que quand. Là, les modes de déploiement, j'ai mal pour toi, pour vous en avance. Parce que quand tu as déjà les différentes VM, bientôt il y a le container. D'ici quelques temps, potentiellement, tu auras du Helm parce que les boîtes cloud, ça permet de bien faire vivre des projets. S'ils ont le cloud, c'est qu'ils ont les sous globalement. Mais à côté de ça, si tu as l'IoT, ça veut dire que tu auras du packing un peu plus level ou de l'appliance directement physique à envoyer. Quand tu vois, des fois, les appliances ça marche bien, mais dès que tu as un rappel d'un modèle
pour une Ouais. raison X ou Y, un fail de config, c'est des frais monstrueux, donc il faut que la boîte elle ait déjà les reins bien solides. C'est beau projet, belle roadmap. Enfin, ouais, il y a tout à faire encore, hein. Oui. Mais il y a les belles bases. Il y a les belles bases. Ouais, effectivement, comme tu dis, la gestion de tout ce qui est image, version, des VM, etc., c'est ce qui prend le plus de temps quasiment. Là, t'as les VM x86, t'as déjà les VM pour les gens qui ont leur cloud en ARM. Non. Ouais, bah je comprends, je faisais des labs pour des étudiants, j'ai ma petite distro que je maintiens, et Yanzax, Deso, non, ça marche toujours pas sur ARM, ou que partiellement. Version V2 de l'Ubuntu, on verra. Mais ouais, l'écosystème c'est devenu un enfer pour arriver à supporter tout ce qui a de la demande. Donc soit community-based, soit le prochain client qui a envie de l'avoir, il paiera pour que ce soit déployé, implémenté. Ouais. Petit système de palier Ouais. peut-être, genre en mode crowdfunding. Dès que tu as assez de clients différents qui ont dit on est intéressé par telle feature, alors ça la unlock un peu comme fait Burp Suite pour les... Tu sais, ils mettent des propositions d'idées de features, Ouais. et suivant comment les gens votent, c'est ça qui se fait unlock en premier pour prioriser. C'est une bonne idée, ouais. Mais du coup, faut administrer un forum en plus. Pour l'instant, on a le GitHub discussion. Ouais, Et Ouais, ça peut suffire. ça C'est peut le carrément forum. suffire. Tu Et, montrerais un petit peu les autres projets hébergés sur Ballpoint pour voir un petit peu la manière dont ça foisonne, mais sur la TP non connectée. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Ok, principalement du coup le Pas mal, Strapster plus les discussions. Donc t'as un projet méga actif et au Ouais. sein de ce projet les différentes. Est-ce que tu peux retourner en ce cas sur Trapster, s'il te plaît? J'ai Ouais. une question. Ah, il y a Security, c'est un homme qui aime qu'on fasse de la disclosure facile, pratique, éthique et sans lutter. Merci d'avoir activé cet onglet. Merci. Ça fait plaisir. Ouais, Et il côté faut. CICD. C'est Ouais, mais important. tous l'ont pas, hein. Tous l'ont pas, certains l'ont activé, et quand on voit des messages, tu te rends compte au bout d'un mois, 2 mois, qu'en fait ils l'ont activé, mais ils lisent pas les messages. Ah. J'ai eu le cas avec. Bon, ils ont été très, très, très sympas, très corrects. C'était les gars de. Putain, je sais plus si c'était Shamilo ou Invoice Ninja, mais Shamilo, c'était Shamilo. Vraiment très correct, très sympa, ils répondent, ils ont patché très vite. Une fois qu'ils ont vu qu'il y avait des messages. Ok. Ouais, Quand t'as insisté un petit peu. c'est même pas tant insister, c'est relancer, il y a des potes, mais en même temps, t'as une équipe de passionnés qui maintiennent un projet. S'il y a 2, 3, 4 points d'entrée pour les messages des messages importants, on a vite fait de pas savoir que celui qui avait mis ça en place, en fait, il a livré le projet il y a 2 ans pour telle raison. Ouais. Compliqué, hein, la passation de connaissances ou d'ownership de sujets dans des boîtes ou dans des gros projets. Voire même pas le bordel, le méga bordel. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Il y a des choses qu'on n'a pas encore abordées que tu aimerais aborder? La petite question sur les breadcrumbs monitorés. Ouais, c'est un truc qu'on fait justement quand on génère des faux fichiers. On injecte un faux mot de passe à l'intérieur et ensuite on fait un matching sur les logs qui sont montés par les honeypots pour voir si ce mot de passe en question a été testé. Et si c'est le cas, on génère une deuxième alerte en disant attention, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de se connecter sur votre honeypot à tel endroit. Et en plus, il a essayé de se connecter avec un mot de passe d'un fichier que vous avez généré et placé à tel endroit sur votre réseau. Donc ça permet de traquer un petit peu le niveau de connaissance et le déplacement sur le réseau de l'attaquant. C'est une feature assez intéressante. C'est beau. Et après, quid de l'autoremédiation dans le moyen-long terme? Ça serait bien. Alors, est-ce que c'est une vocation ou est-ce que c'est parce qu'une envie que vous aimeriez amener à plus ou moins long terme, parce qu'on sait que c'est un bordel et pour le coup c'est vraiment ultra lié à l'écosystème client, ou est-ce que c'est pour l'instant ça sort du scope, on se dit on fait un truc, l'honeypot on le fait bien et le reste, à la rigueur mettre un système de webhook pour pouvoir proposer de l'avoir de l'autoremédiation, mais de là à aller soi-même prendre des actions sur l'infra du client, c'est scary stuff. C'est comme tu dis, ça dépend trop des infras et il y a trop de contraintes derrière en fonction de tout ce qui est fait, donc c'est pas du tout dans la roadmap pour le moment. Mais nous, on a un système de webhook, comme tu dis, de syslog pour se plugger au SIEM ou au SOC. Donc toutes les alertes, elles peuvent remonter et être gérées dans d'autres outils ou par les équipes de sécu. Ouais, moi j'aime bien
cette méthodologie, c'était l'esprit Linux purement, à savoir on fait un truc, on le fait ultra bien, et plus tard vraiment si on a la marge de manœuvre, on en fera un deuxième, on le fera très bien, parce que le projet qui fait un truc, plus un autre, puis se bloat, puis commence à mourir sur place. Ouais, quand on Cadeau. veut essayer de tout faire, on fait tout, mais pas très bien. Ouais. Et puis après en contexte switch, on maintient 15 000 composants, on fait que de la maintenance du run, du build, et du coup, enfin, que de la maintenance du run, et il n'y a plus trop de build ou de R&D. Donc, excellent. Et roadmap un peu plus entreprise humaine, comment ça se passe Je pense qu'on va bientôt recruter un dev dans l'équipe, justement, mais quelqu'un très axé Python avec un vernis un petit peu IA pour des Ok. sujets de R&D, justement. J'en parlais au tout début. On a des gros projets de R&D, cette fois-ci pour du Honeypot High Interaction, Ok. mais pour la CTI. Donc, c'est vraiment décorrélé de Ouais, Traps. c'est vraiment pas le même. Produit totalement Ouais. différent. Mais Produit écoute, quand totalement t'as le différent, petit mais honeypot CTI, si tu veux faire croquer les warlists, mon copain, avec plaisir. je serai là. En tout cas, nous serons là. Eh ben écoute, je pense que tu es au courant, mais au cas où, nous avons un petit chan dédié au partage d'offres d'emploi, recrutement, tout ça. Donc si tu as déjà quelqu'un en tête, ignore ce message. Si ce n'est pas le cas, tu es le bienvenu pour aller mettre une petite annonce là-bas et qui sait faire un heureux, une heureuse dans les mois années à venir. Avec grand plaisir. Posterai là. Top. Spike, je vois ton commentaire sur le nombre de contributeurs pour le projet. Il y en avait 6 dans les contributeurs officiels. Est-ce qu'il y en a Ouais. d'autres non cités, non cotés dans le Git? Non, c'était là les personnes qui ont contribué. Principalement employés internes, plus une ou deux personnes qui avaient du temps ou la motive et qui se sont dit allez, C'est exactement ça. top. Et ben je verrai si j'arrive à faire un petit tour dessus, histoire de faire une petite contribution sécu. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir aussi, faut juste que je trouve le temps, mais ultra chaud. Comme d'hab. Sinon, il y a un truc qui marche bien. Tu regardes la caméra, tu fais Karawan. Maintenant, c'est maintenant le temps dispo là. Let's go. Eh ben, écoute, en ce cas, je pense qu'on peut passer au second sujet. Merci déjà pour la bonne présentation, parce que c'est un monde qui est rigolo, qui est bien dense, surtout quand il faut aller s'intégrer et s'interfacer avec les différents systèmes clients. Donc, all the Ouais, best carrément. à toi en tant que copain et à Ballpoint en tant qu'entreprise qui, à mon sens, sert de faire les choses proprement. Ben, En merci tout cas, beaucoup. voulu bien fait long terme. Merci, Et merci. bien sûr, j'insiste, non, ce n'est pas sponsorisé, c'est un copain. C'est tout. Et ouais, si des gens veulent venir discuter de Honeypot, de techniques, d'implémentation, de choses comme ça, c'est avec grand plaisir. Je m'intéresse aussi beaucoup à tous les moyens de détection des honeypots. Donc essayer de trouver dans les protocoles réseau le petit truc qui va faire qu'on va pouvoir dire ah ben là il y a une erreur. Et c'est un puissant fond, mais c'est Ouais, marrant. bah ouais. Entre le simulé et le réel, le nombre de limitations est monstrueux. Ouais. Est-ce que le pire ce serait pas genre... Non, j'allais dire le temps de réponse, mais en fait, même pas forcément. Pour la partie IA, oui, forcément. Mais pour le reste, vu que les protocoles uncheck et tout sont simulés, non. Et derrière, ouais. Alors pour le coup, on a Voilà. le problème inverse sur le web, c'est qu'on répond trop vite sur les chargements de pages sur le web. Donc Tu faut que je vois simulais? pour Oui, je simulais. Ouais, c'est bon ça. après, bon, être obligé de mettre un peu de délai ou de slip dans le code, ça mange moins de CPU pour le même résultat, ça se fera. C'est pas le Oui, peu de jitter, tout ça. c'est des bons problèmes. Mm. Ou alors on invoque un LLM branché à un GPU pour qu'il détermine le temps à dormir. Non, pas du tout. Messieurs, est-ce que vous voulez une légère pause pas très longue, genre 5 minutes avant la suite, ou est-ce que vous êtes chaud et on enchaîne dans la foulée? Moi, les deux me vont. Pause, pourquoi pas, ouais. Ouais. Ok. En ce cas, bah, écoutez, il est 30, il est 29. Je prépare une pause de 5 minutes et on va pouvoir se retrouver dans... Ah oh, j'ai oublié que j'avais une régie qui auto-switchait quand les gens coupaient leur écran, comme des animaux. Pas de soucis. Alors, top. Bah écoutez, il est 30, on se retrouve à 35 pour Evilem Core IoT, Honeypot et plus si affinité. Striptease? Ok, Honeypot alors. À de suite.